Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Teresa Blumenstein et je suis la coordinatrice de Justice Coalition of Religious, la coalition des religieux et de la justice. Et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette quatrième session pour la semaine des ODD Lab de JICOR, qui est une réponse collective à la conférence qui vient tout juste de s'achever auprès du siège des Nations Unies à New York, qui est le forum politique de haut niveau sur le développement durable. Dans ce forum, les gouvernements ont eu la possibilité de partager leurs progrès concernant l'obtention des différents objectifs de développement durable, qui sont 17. Et donc, dans notre session, nous allons sélectionner les objectifs sur lesquels les gouvernements ont fait leur rapport et nous allons présenter donc nos réponses. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous concentrer est le développement durable numéro 16, c'est-à-dire promouvoir la justice, la paix et aussi des institutions fortes et efficaces. Et nous aurons l'opportunité d'entendre la voix de sept différents intervenants, sœurs catholiques, frères, prêtres et partenaires des missions, qui ont réfléchi sur la façon dont cet objectif a été ou n'a pas été atteint ou mis en œuvre dans vos pays respectifs. Nous allons aussi partager des bonnes pratiques que, auxquelles les congrégations participent à obtenir dans le cadre de l'objectif de développement durable, le numéro 16. Et donc, si vous considérez le chat, vous allez voir que j'ai mis une liste des intervenants d'aujourd'hui et j'invite le premier intervenant à parler. Mais tout d'abord, je souhaite vous rappeler que nous avons donc une équipe d'interprètes ici et que pour leur permettre de bien transmettre vos messages de façon claire, je vous rappelle de parler clairement et doucement. Donc, ne vous pressez pas. Et aussi, pour rester dans le temps, je vous invite à respecter les temps. Donc, je vais tirer une sonnette, disons, lorsque vous êtes sur le point de conclure votre temps. Si vous n'avez pas encore terminé, alors que votre temps sera complété, je vais tirer la sonnette une deuxième fois. Donc, si vous entendez la sonnette, c'est le message. Le premier, ça va arriver lorsqu'il manque 3 minutes et la deuxième fois, c'est pour la conclusion. Eh bien, par cela, je pense qu'on est prêt pour commencer la session d'aujourd'hui. Et donc, je souhaite inviter tout d'abord Sœur Marie-Cruz Trigueros, qui est membre de la Société du Sacré-Cœur et qui va partager ses réflexions concernant le Mexique. Sœur Marie-Cruz, vous avez la parole. Merci infiniment, Teresa. C'est un plaisir de pouvoir partager ce matin avec vous. Et comme tu l'as dit, c'est un plaisir de pouvoir partager des réflexions concernant l'examen national volontaire du Mexique de notre point de vue, de notre expérience en tant que religieuse du Sacré-Cœur au Mexique. Et donc, je souhaite commencer en partageant ce que notre gouvernement a présenté lors de l'examen national volontaire concernant cet objectif et ainsi les efforts du Mexique dans ce domaine ont été guidés par le ministère de l'Économie, le secrétariat précisément, qui a œuvré à cet agenda 2030. Ils ont préparé également un rapport. Et il y a eu aussi
un événement parallèle la semaine passée auprès des Nations Unies. C'était représenter l'innovation qui comprenait plusieurs rapports infranationaux. Cela signifie qu'il y a eu un rapport de gouvernement et d'autres rapports des différents secteurs, différents groupes de secteurs. C'était une sorte d'innovation et la traduction des rapports dans les langues originelles, notamment de l'objectif numéro 2. Nous pouvons voir qu'il y a des progrès, comme je viens de dire, il y avait le ministère de l'économie à la guide de ce processus. Nous pouvons voir qu'il y a une réduction de la pauvreté de 5 millions. 5 millions de Mexicains ne sont plus en situation de pauvreté, donc on a eu une augmentation aussi du salaire minimum. Il y a aussi des programmes sociaux pour les programmes de priorité tels que les personnes âgées, les jeunes, les communautés rurales et agricoles, et donc vraiment beaucoup de progrès et de programmes pour aider les différentes couches de la population. Il y a aussi un grand investissement dans les régions du Sud qui sont historiquement défavorisées. C'est positif, mais voilà, nous avons vu aussi que il y a une extrême pauvreté qui demeure au même niveau, notamment parmi les populations autochtones. Il y a aussi des fortes inégalités qui continuent d'exister au sein de la société. Pour ce qui est de l'objectif de développement durable 13 et 16, bien, il n'y a pas vraiment grand-chose dans le rapport. Pourtant, il y a un programme pour essayer d'aider les zones rurales et il y a également la mise en œuvre des projets extractivistes. Aussi d'investissement dans les combustibles fossiles plutôt que dans les énergies propres. Et pour ce qui est de l'ODD 16, je crois qu'il y a des éléments qui manquent en fait. Il y a beaucoup d'insécurité, de violence générale, de corruption, aussi des impunités, des déficiences du système judiciaire. Nous avons vu aussi la domination du trafic de drogue et les conséquences sur la désintégration sociale, des déplacements internes, aussi la domination de la criminalité organisée et la méfiance à l'égard des institutions. Non pas toutes les institutions, mais disons une bonne partie d'entre elles, notamment lorsque il s'agit du système judiciaire. Et donc, cela concerne l'objectif numéro 13, l'objectif numéro 16. Maintenant, pour ce qui est de l'objectif numéro 16, nous avons eu les élections et beaucoup de personnes ont été tuées. Quelle est la réponse de notre Église au Mexique concernant cela? L'Église au Mexique essaye de répondre. Il y a un effort conjoint que nous voyons des religieux. Ils ont lancé une initiative de dialogue national pour la paix et aussi des pourparlers pour la paix auprès des paroisses en groupe afin de préparer une conférence, une rencontre nationale de justice et de paix. Et donc, en essayant de faire un plaidoyer pour avoir des candidats en faveur du gouvernement afin qu'ils puissent s'engager, s'ils sont élus, ils seront engagés pour la lutte pour la paix. Cela a été fait dans des différentes paroisses.
auprès de notre Société du Sacré-Cœur. Nous souhaitons partager deux projets que nous avons en notre sein concernant l'éducation populaire, mais aussi des partenariats que nous avons noués. Nous avons ce que nous appelons Redes Vecinales de Solidaridad et aussi peinture murale communautaire à San Mateo, Guanala. Et donc, pour ce qui est des réseaux, nous avons le réseau de solidarité de voisinage, le premier projet dont je vous parlais, dans les périphéries, disons. Nous travaillons près des écoles, écoles publiques et d'autres réseaux pour la paix, pour l'école, les universités et des différentes organisations. Nous avons un projet et l'objectif est de l'organisation communautaire d'avoir un soutien solidaire, mais aussi des consultations de paix. Nous voyons des figures, des photos, différentes activités qui ont été organisées. On vend de biens d'une première nécessité, on voit aussi des réunions de communauté et aussi des activités pour les enfants. Une autre initiative, la deuxième que je mentionnais dans les Pueblas, nous avons parlé donc de citoyenneté en marche et avec les peintures de murales communautaires créées par des différentes personnes dans les espaces publics afin que tout le monde puisse les voir. Comme vous pouvez voir, ce sont des écoles et des églises et nous avons essayé de promouvoir aussi la culture locale par l'expression artistique. Et aussi, on a établi une équipe interdisciplinaire. Et donc, voici de petites actions, mais qui peuvent vraiment aider à construire la paix dans notre pays. Comme nous souhaitons tous de vivre en Mexique en sécurité et en paix. Yolosiwa, c'est un mot original. Et pour conclure, je souhaite partager nos espoirs pour l'avenir. Nous souhaiterions démarrer un nouveau mandat de 6 ans avec la première femme présidente, comme nous avons eu les premières, enfin pour la première fois, il y a une femme qui a été élue. Elle va commencer ce mandat à la fin de cette année et on espère qu'elle pourra répondre non seulement à la question de la paix et de la sécurité, mais aussi aux institutions et avoir aussi un agenda clair pour ce qui est le genre et l'environnement et d'autres sujets intéressants. D'autre côté, nous avons aussi la proposition d'avoir le renforcement du dialogue et de la coopération entre le ministère de l'économie et les organisations de la société civile. Et en même temps, lorsque le forum a commencé, il y a eu le renforcement du dialogue. En même temps, la congrégation a commencé avec la nouvelle province, avec le Mexique, les États-Unis, le Canada, et cela va renforcer notre mission commune. C'est du moins notre espoir. Parmi les pays, il y a aussi les Antilles. Cela dans le but de continuer notre mission. Voici donc ce que je souhaitais partager avec vous, plus ou moins. Et plus tard, je serai bien sûr disponible pour toute question si vous le souhaitez. Merci infiniment. Merci infiniment, Sarma Cruz. J'ai adoré notamment l'expression artistique en tant que contribution importante à la paix, à la communauté, une autre façon de communiquer ce qui est vraiment au cœur de la coexistence pacifique et de la transparence. Merci infiniment de ce travail et de l'avoir partagé avec nous.
Prochaine intervenante, c'est Sœur Ruth Karina Ubeyou Sagurto, qui est membre de l'école des Sœurs de Notre-Dame et qui nous parle de son expérience en Soudan du Sud. Sœur Ruth, vous avez la parole. Merci, Teresa. Bonjour à vous tous aux États-Unis. Bon après-midi pour les personnes qui se trouvent en Afrique. Je m'appelle Karina du Pérou et j'habite ici au Soudan du Sud. J'ai vécu ici pendant 14 ans. Teresa, est-ce que tu peux m'aider avec la présentation, s'il te plaît? Et donc, comme vous savez, le Soudan du Sud euh, a ses frontières avec l'Égypte au nord, l'Éthiopie à l'est, l'Ouganda, le Kenya dans le sud et aussi à l'ouest, l'Afrique centrafricaine et la République démocratique du Congo. C'est un grand pays, le Soudan, et le Soudan du Sud a pris son indépendance en 2011. Et donc, nous avons les premières années d'indépendance, 13 ans d'indépendance. En Soudan, le Soudan et le Soudan du Sud sont deux pays différents. Au début, c'était un seul plus grand pays, mais après euh, beaucoup d'années de guerre, le Soudan du Sud a obtenu son indépendance. Prochaine diapo, s'il te plaît. Ici, c'est la présentation que Augustino, le Bureau national des statistiques du Soudan du Sud, euh, nous a présenté ce rapport pour voir les progrès concernant l'ODD, la mise en œuvre de l'ODD numéro 16 et donc concernant la paix, la justice et les institutions efficaces. Il a concentré sa présentation, M. Augustino a concentré sa présentation en 3 points concernant la paix et la reprise. Le Soudan du Sud a signé en 2019 un accord de paix. Et donc, il est vrai que la paix est encore en phase de reprise, disons, mais nous n'avons pas encore obtenu la paix dans le pays. Dans le deuxième point, il parlait de la représentation politique des femmes au sein de la législature nationale. Il a dit que les femmes, pour l'instant, enfin à présent, représentent 32,4% des sièges dans la législature nationale reconstituée, ce qui est bien. C'est bien pour les femmes, car elles peuvent euh, avoir leur voix représentée au sein du gouvernement. Et le troisième point sur lequel M. Augustino s'est concentré, c'était le renforcement de capacités pour les assemblées étatiques législatives et nationales. Nous avons donc pu apprendre que le gouvernement était en train de s'engager pour concevoir des formations pour les personnes impliquées dans le Parlement. Et donc, ces 3 points ont montré les stratégies mises en œuvre par le Soudan du Sud. Maintenant, je souhaite vous montrer quelque chose de plus, car je ne suis pas très contente de cette présentation, car la réalité au Soudan du Sud est encore, euh, on voit encore beaucoup de souffrance. Vous voyez ici dans cette diapositive qu'il y a encore des millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays ou alors qui sont des réfugiés des pays voisins en raison de la violence persistante. Il n'y a plus de guerre, mais la violence demeure. Et nous voyons aussi des conflits, de petits conflits entre les différentes tribus, entre les personnes, entre les gouvernements et d'autres types de conflits.
Par conséquent, il y a l'insécurité alimentaire et une forte instabilité économique. Et donc, est-il vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour faire en sorte que le pays connaisse la paix, mais le gouvernement souffre tout le temps avec les défis de la corruption et un processus de paix qui reste fragile. Ce thème n'a pas été présenté dans le rapport par le représentant du ministère. Et donc, le Soudan du Sud a environ 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de personnes et 2,3 millions de citoyens ont cherché refuge dans les pays voisins. Donc, ce sont des réfugiés. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de fuir le pays pour essayer de retrouver un refuge, car maintenant, dans le pays, ils n'ont pas trouvé un espace sûr où ils peuvent vivre. Et comme la guerre a commencé au Soudan, près de 440 000 réfugiés sont venus en Soudan du Sud. Et cela, bien sûr, a causé plus de pauvreté, d'instabilité dans le pays. Et donc, la situation après la guerre au Soudan, et il faut juste rappeler que le Soudan du Sud et le Soudan sont des pays différents, mais la guerre demeure en Soudan. Et donc, les personnes essayent de s'échapper vers d'autres pays. Mais au Soudan du Sud, il n'y a plus la guerre. C'est donc notre réalité à présent. Et donc, qu'est-ce qu'on s'attendait du rapport du gouvernement? Donc, parler un peu plus de la réalité des droits humains au Soudan du Sud, car l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, il y a encore beaucoup d'abus de, d'abus des droits humains. Il inclut la violence sexuelle, les déplacements forcés. Et donc, il est vrai que il y a des efforts déployés pour que les auteurs de ces actes répondent de leurs actes et donc porter la justice. Mais ces efforts ont été limités pour l'instant. Et donc, les droits de l'homme sont encore un problème pour le pays et pour les institutions sociales. La corruption, oui, c'est vrai que dans plusieurs pays du monde, nous avons ce problème, mais notamment ici en Soudan du Sud, la corruption est un problème omniprésent qui touche les différentes institutions. Il y a un manque de transparence et de redevabilité qui mine la confiance du public et entrave donc une gouvernance efficace. Cela crée donc des conflits, comme je vous disais tout à l'heure, des conflits au sein du pays. Nous pouvons passer à la prochaine diapo. Et donc, les conditions de détention. Dans les prisons, les conditions de vie sont souvent très difficiles et surpeuplées. Nous voyons qu'il y a des prisonniers qui travaillent à la rue, donc c'est vrai, ils doivent faire le service civil, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils reçoivent véritablement de la nourriture ou qu'ils aient droit à un espace où vivre ou s'ils vivent dans de bonnes conditions au sein de la prison. Cette réalité, en fait, est assez difficile ici au Soudan du Sud. Prochaine diapo. Il y a des efforts qui sont déployés visant à remédier
les droits humains, mais les institutions de justice, le mécanisme de justice qui devrait apporter la justice, au fait, n'est pas présent. Il est important que l'on ait des commissions de vérité, de réconciliation, que nous voyons aussi dans d'autres pays qui aident beaucoup. Après des années de guerre, il y a beaucoup de rémédiation que l'on peut faire à toute cette souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, et donc il est très important d'avoir ces commissions de réconciliation qui peuvent vraiment aider les personnes à se réunir, à se réconcilier, à euh, faire donc ce processus de paix, une paix authentique. Le système juridique, l'état de droit, eh bien, c'est assez manquant. Il y a une constitution ici au Soudan du Sud. La Constitution affirme que les personnes sont libres, ont la liberté de s'exprimer, que les personnes ont la liberté de, de s'exprimer, que les femmes doivent être respectées et recevoir un bon salaire, les enfants doivent être protégés. Mais en fait, la réalité est bien différente. Donc, cela ne se vérifie pas. Vous pouvez donc voir beaucoup d'enfants à la rue car ils sont négligés de la part de leurs parents. Ils ne s'occupent pas d'eux. Et la façon dont les femmes sont traitées, au fait, reste terrible. Les femmes sont considérées juste parce qu'elles doivent payer la dot. Et donc, il y a beaucoup de situations qui nous montrent qu'en fait, les droits humains ne sont pas vraiment respectés. La dignité de la personne, vraiment, n'est pas respectée, car il n'y a pas de bon système juridique. Le Soudan du Sud a un grand défi de tribalisme. C'est un grand problème, un défi pour la justice et la paix. Le Soudan du Sud compte 64 tribus et entre ces tribus, il y a beaucoup de problèmes, de conflits pour le pouvoir, afin d'avoir accès aux terres, aux ressources, ce type de choses. Et donc, il y a beaucoup de conflits entre les tribus et les communautés sont vraiment impactées. Là, vous pouvez voir un peu les visages des différentes tribus dans le Soudan du Sud. Oui, juste pour vous montrer donc un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez donc, il y a eu la période coloniale et ces divisions ont été exacerbées pendant la période coloniale. Ces tribus, les groupes ethniques ont souvent été montés les uns contre les autres par les puissances coloniales pour le contrôle administratif, et donc il y a des manipulations au niveau de colonialisme. Et nous voyons aussi qu'il y a un manque d'identité nationale, car ces tribus ne la division en tribus ne fait pas ressentir qu'ils appartiennent tous à la même nation et donc il n'y a pas d'identité nationale. Et pour cela, il y a des divisions. Il y a aussi des facteurs économiques à considérer. Qui, nous pouvons voir que les étapes essentielles pour la justice et la paix doivent apporter des résolutions aux conflits, de la médiation, promouvoir l'état de droit et la redevabilité, le plaidoyer pour les droits humains, des mobilisations sociales, promouvoir le développement économique et pour autonomiser les femmes et aussi les Hébreux, l'éducation et la sensibilisation et
le plaidoyer et la diplomatie. Tout cela est nécessaire pour construire un meilleur environnement de justice et de paix. En tant que sœur de l'école de Notre-Dame, on travaille à la sensibilisation et l'éducation des tribus. Nous avons une école qui promeut les différentes valeurs qui sont très importantes pour le pays. Nous avons donc un programme, une mission en fait pour autonomiser les femmes et les jeunes. Nous avons un programme de guérison des traumatismes car il y a beaucoup de souffrances que nous pouvons aider. euh, il y a beaucoup de souffrances chez les jeunes et les femmes et donc nous pouvons vraiment aider par ce programme. Et donc l'autonomisation des femmes est très importante afin que les femmes voient leur rôle reconnu au sein de la société. Dans notre mission, nous promouvons également la défense des droits humains. Et désolée, en fait, je suis un peu pressée à cause du temps et donc je vais assez vite. Nous travaillons aussi dans les camps de réfugiés en menant des différentes activités d'éducation, de formation, de leadership avec les enfants, les femmes et les jeunes. Bon, c'est tout de mon côté. Et je vous remercie. Merci, sœur Rousse. C'est génial de voir tous ces visages très, très beaux et voir aussi les défis que vous avez relevés, que tu nous as présenté, tout le bon travail que l'école des sœurs est en train de faire en réponse à ces défis. Merci du partage. Et j'espère que ces diapositives seront disponibles par la suite sur notre site. Donc, si vous souhaitez revenir aux détails, elles seront disponibles sur notre site. Et maintenant, nous allons passer à notre prochain intervenant, le père Norbert Tapiero, qui est un missionnaire claretin et qui nous parlera de son expérience en Colombie. Père Norbert, bonjour tout le monde de la Colombie. Je me trouve à Medellín maintenant. Je suis originaire d'Équateur et je me trouve maintenant dans un contexte qui a été impacté, beaucoup impacté par la violence et nous voyons encore les conséquences de cette violence. Est-ce que, Teresa, tu peux partager la présentation à ma place, s'il te plaît? Donc, en tant qu'introduction, la Colombie a été l'un des pays où les violences ont été très, très fortes. Mais aussi, nous avons vu un processus de paix et la réalité de la Colombie en ce qui concerne l'ODD numéro 16 est assez complexe, mais aussi diverse, car le pays a réalisé des progrès significatifs, mais a également confronté à des défis importants. Nous avons eu vraiment beaucoup d'années de violence et aussi des violences mixtes et structurées. Prochaine diapo. Lors de, à ce moment, maintenant, nous avons un nouveau gouvernement avec le président Petro qui était euh, présent au gouvernement qui est au gouvernement depuis 2 ans. Auparavant, nous avions un gouvernement qui promouvait le conflit et qui favorisait donc la violence, les conflits armés et les déplacements. C'est pour cela que nous avons eu beaucoup d'années de violence et de conflits internes. Et donc, de ce rapport qui a été présenté, nous avons pu voir que nous sommes en train
d'atteindre la paix petit à petit en Colombie. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que nous avons l'accord de paix entre les forces armées révolutionnaires de Colombie et le gouvernement colombien. Donc, cela a été signé en 2016 avec le président Santos. Donc, il y a eu cette signature de l'accord entre les FARC et le gouvernement, qui était une étape importante en 2016. Et donc, cet accord a permis la démobilisation des milliers d'anciens combattants et aussi la mise en œuvre des programmes de réintégration et de développement rural. Cet accord a amélioré la situation concernant les conflits à partir de la signature. Même avec tous les problèmes que nous avons eus, le gouvernement précédent n'avait pas l'intérêt de faire la paix car il y avait trop d'intérêts politiques et personnels. Donc, le gouvernement euh, maintenant a essayé de faire du bien, mais nous avons toujours cet accord à considérer. Ensuite, le renforcement institutionnel. Des efforts ont été déployés pour renforcer les institutions gouvernementales et améliorer la transparence et la responsabilité. Il s'agit notamment de créer des mécanismes de lutte contre la corruption et d'améliorer l'efficacité du système judiciaire. Car la corruption demeure un problème important pour nous. Troisième point, troisième défi, la participation des citoyens. Il y a un accent qui est davantage mis sur la participation des citoyens et sur l'inclusion de différents groupes dans le processus de prise de décision. Et donc, ils doivent être tous inclus dans le processus. Cela est important dans les initiatives locales de paix et de réconciliation, ainsi que dans la promotion des droits humains et leur dénonciation face aux organisations internationales. En d'autres termes, la société civile participe au processus de paix dans les territoires. Et nous avons essayé de mettre aussi de la pression aux institutions internationales afin, afin d'avoir la participation citoyenne. Maintenant, là où je me trouve, à La Guajira, on essaye d'avoir le soutien de la société civile afin qu'ils soient impliqués dans cette participation, même s'il y a des nouveaux groupes qui ne sont pas impliqués dans les accords de paix, mais qui le seront bientôt. Quatrième défi, un début de pourparlers de paix avec le LN et le MC et d'autres acteurs urbains. C'est ce que le gouvernement actuel est en train de faire, mais cela reste un défi. Les cessez-le-feu des forces publiques avec ces acteurs armés a réduit le niveau de violence dans les territoires où ils sont présents. Cependant, des secteurs puissants font pression pour saboter et rejeter les dialogues. Ensuite, les défis. Le premier, c'est la paix totale, une paix complète. C'est l'un des paris du gouvernement de Petro et qui a été à la recherche de la paix avec des différents groupes armés et structures criminelles, organisations criminelles. Il y a des différents groupes dans les villes et aussi dans les zones rurales et c'est un véritable défi pour ce gouvernement de Petro.
Du moins, l'objectif serait de réduire le niveau de violence, même si les médias sont manipulés. Et donc, il est plus simple de vendre d'infos de violence plutôt que de vendre d'infos de paix. Mais c'est vrai que pour l'instant, le niveau de violence a commencé à diminuer. Malgré l'accord de paix, la Colombie reste être confrontée à des niveaux de violence. Mais les groupes armés illégaux, l'extorsion, le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale demeurent des problèmes importants qui affectent la sécurité et la paix dans plusieurs régions du pays. Le gouvernement essaie de déployer des efforts dans ce sens. Le nombre des morts a diminué, mais l'insécurité a augmenté dans certaines zones spécifiquement. Et dans les territoires, les personnes demandent des investissements sociaux et non pas la militarisation. Et donc, les personnes demandent ces investissements, demandent d'avoir d'infrastructures ou d'autres structures. Et dans les gouvernements précédents, la réponse était toujours avoir la présence des forces de sécurité, car la sécurité était synonyme de contrer la violence. Mais c'est un faux positif. La corruption demeure un obstacle majeur. Bien que des réformes aient été mises en œuvre, la perception de la corruption et de l'impunité par le public reste très élevée. Et la corruption dans les fonds post-conflit, la corruption dans d'autres institutions. Un autre aspect de corruption, la justice. Cela vient d'il y a beaucoup de temps. La justice et les droits humains. L'accès à la justice pose des problèmes, notamment pour les communautés rurales et marginalisées. La protection des droits humains, y compris les droits des leaders sociaux et environnementaux, est une préoccupation constante, car nombre d'entre eux sont confrontés à des menaces et à la violence. En 2023, il y avait 180 leaders sociaux et défenseurs de droits humains qui ont été assassinés en Colombie, selon le bureau du médiateur. Nous avons là aussi les statistiques de l'évolution de la violence, des violences et aussi des crimes, des victimes, des décès en 2023. Et en bas, nous avons aussi la période 2016 à 2023. Donc, le niveau d'homicide, comme vous voyez, n'a pas vraiment diminué. Un autre défi, c'est le déplacement interne. Nous continuons d'avoir les déplacements internes dans les territoires où nous avons des groupes armés. Des millions de Colombiens ont été déplacés par le conflit armé dans d'autres pays et nombre d'entre eux n'ont pas encore pu rentrer chez eux ou récupérer leurs terres. Il y a eu 400 000 personnes déplacées et 30% seulement a pu rentrer dans leurs terres. Et donc, les zones rurales ont vraiment très peu de personnes. Cinquième défi, c'est la mise en œuvre de l'accord de paix qui continue à être le défi plus important. On a beaucoup parlé de paix au forum politique auprès des Nations Unies, donc la mise en œuvre complète, efficace de l'accord de paix qui a été signé. Mais ce défi inclut donc un financement adéquat, une coordination interinstitutionnelle
et aussi une résistance de la part de certains secteurs qui ne s'engagent pas en faveur de la paix et de la justice. Il y a certains groupes politiques qui souhaitent vraiment mettre en pratique l'accord de paix et d'autres qui en fait ne le veulent pas, car il y a d'autres situations impliquées telles que l'accaparement des terres dans les zones rurales. Et donc, il y a des groupes qui sont contre l'accord de la paix. Pour conclure, la Colombie a réalisé des progrès importants en ce qui concerne l'ODD numéro 16, notamment grâce à l'accord de paix et aux efforts déployés pour renforcer les institutions. Cependant, la violence persistante, la corruption et les problèmes de droits humains restent des obstacles importants. La mise en œuvre efficace et durable de politiques promouvant la paix, la justice et l'inclusion est essentielle pour atteindre l'ODD numéro 16 en Colombie. Et c'est très important d'accompagner ce processus. Qu'est-ce que nous avons fait en tant que missionnaire Claretta en Colombie? Tout d'abord, la promotion de la paix. On a essayé d'accompagner les organisations civiles dans la promotion des processus de paix territoriaux et aussi à la formation à la semaine de la paix. Cette action contribue au but numéro 1 de l'objectif numéro 16, à savoir contribuer à la réduction significative de toute forme de violence subie dans certaines régions de Colombie. Pour nous, il est très important d'accompagner ce processus en tant que religieux, accompagner les personnes, la population. Et donc, on est toujours à leur côté et on s'engage donc dans ces dialogues de paix. Car les personnes ont besoin de paix et de sécurité. Ces droits doivent être garantis. Prochaine diapo. Là, nous voyons l'accompagnement aussi des groupes qui à la recherche des personnes disparues en raison des conflits armés. Et nous avons eu un accord de paix, mais en même temps, nous devons lutter afin de trouver ces personnes portées disparues. Nous accompagnons donc les groupes, les familles des personnes portées disparues pour ce qui concerne les droits humains. On essaye de rendre visibles les dénonciations des violations des droits humains. On a dénoncé par le biais de communication publique avec d'autres organisations sociales l'analyse de la réalité des droits humains. Et une autre action est aussi le pèlerinage en mémoire des paysans martyrs de Alto Ariari. Et donc, les personnes savent ce qui s'est passé, les endroits, etc. Et nous essayons d'accompagner les victimes tout au long du parcours d'espoir et donc de faire en sorte que leurs attentes et leurs espoirs restent vivants. Merci infiniment. Merci, Père Norbeil. Tu nous as donné une bonne illustration des défis à la pace totale, la paix totale. C'est le travail de tout le monde réuni et vous êtes vraiment très investis et engagés ensemble. Donc, merci pour la façon dont les missionnaires claretins sont engagés à la paix en Colombie.
Prochain intervenant, nous aurons le plaisir d'entendre la voix d'un autre membre de la famille claretaine, Monsieur Raphaël Villalobos Segura, qui est partenaire des Claretins au Costa Rica. Et nous allons entendre sa voix à travers une vidéo enregistrée, une présentation enregistrée. Nous voyons dans nos pays qu'il y a des structures de violence. Il y a des situations structurelles qui sont des vraies violences et cela est créé par les inégalités sociales, la pauvreté, le colonialisme, entre autres facteurs, qui a produit donc la violation de la dignité et des droits humains dans les secteurs sociaux. Et aussi, la structure se manifeste en actes de violence à l'encontre des êtres humains. Le rapport sur la réalité de la pauvreté et de la violence en Amérique centrale, plus particulièrement sur les drogues, par les Nations Unies, définit cette zone comme la région la plus meurtrière du monde, où une personne sur 50 sera tuée avant l'âge de 31 ans. Ces chiffres sont vraiment alarmants et des réalités douloureuses. C'est pourquoi cet objectif vise à apporter un changement, à transformer ces réalités douloureuses et violentes que nous vivons dans nos pays, nos régions, avec des objectifs très clairs, ambitieux, tels que la réduction de toute forme de violence, éradiquer la maltraitance des enfants, l'exploitation des enfants, renforcer l'état de droit, réduire les flux financiers d'armes, la réduction de la corruption et ainsi de suite. Je pense en tant que croyant que la vital, avant tout d'abord, de ne pas perdre la sensibilité à ces réalités de douleur. Et donc, je vous présente ces images de Père Danilo, Doña Juanita et des garçons de la communauté ici au Costa Rica, dans la communauté des montagnes des citronniers. La dame, lorsqu'elle était enceinte, elle travaillait dans des plantations de bananes. Et à cette époque, les machines de fumigation étaient en avion et voilà, elle s'est moquée de savoir s'il y avait des gens, car l'intérêt est toujours l'intérêt économique. Et elle était affectée par des insecticides et les garçons sont nés aveugles. L'autre image que nous avons, ce que nous voyons, témoignons tout le temps, c'est des milliers de migrants fuyant les réalités de la douleur qui vivent dans leur pays pour des raisons différentes. Et donc, la question pour l'Église est, est-ce que on va rester silencieux, enfermé dans la sacristie, comme beaucoup le souhaitent? Et il demande à l'Église de ne pas se mêler de ces affaires. Et le pape François nous a dit qu'il est clair que la proposition de l'Évangile n'est pas seulement d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est, ce n'est pas une charité à la carte. C'est une série d'actions visant à apaiser la conscience. La proposition est d'aimer Dieu qui règne dans le monde, dans la mesure où il règne, qu'il parvienne à régner parmi nous. La vie sociale sera un environnement de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. Là, à la gauche, nous avons le père Éric, un missionnaire claretin dans la zone de Darien, avec les frères claretins de la région, qui ont accueilli des milliers de migrants dans des conditions vraiment pénibles. Des histoires très douloureuses. La famille de gauche est venue avec cet enfant à droite, Angelo, et le père nous racontait qu'au milieu de la jungle, il y a des gangs qui accusent
et contestent les territoires. Et il y a eu une fusillade qui a éclaté et une balle a atteint Angelo à la tête et Angelo a été tué. Le pape François continue de nous dire que la dignité de chaque personne, de chaque être humain est un droit fondamental et le bien commun et la personne humaine sont des questions qui devraient structurer toute la vie de l'ensemble, de la vie politique, économique et la solidarité, la distribution des biens doivent être reconnues, préserver les sources de travail, les discours sur la dignité des faibles. Il est dérangeant de parler d'un Dieu qui exige un engagement en faveur de la justice et insiste sur le fait que tant de problèmes des pauvres ne sont pas réglés radicalement et que l'autonomie absolue des marchés, la spéculation des marchés restent la même. Ce sont des problèmes qui ne seront pas réglés si l'on ne s'attaque pas aux causes de l'inégalité. Nous pouvons voir ce petit commerce et juste quelques mètres plus loin, les personnes n'ont même pas de quoi vivre. Ces appartements sont des beaux appartements, environ 500 mètres. Et bon, c'est une autre réalité. Et alors, en tant que croyants, nous sommes invités à faire face à la culture du rébut, de laquelle nous promouvons une culture de l'accueil, de la vulnérabilité de notre condition humaine qui nous conduit à la nécessité de prendre soin l'un de l'autre et de ne pas être indifférent à cette grande douleur. Le prophète Isaïe dit que la justice produira la paix, la tranquillité et la justice pour tout le monde, pour toujours. Et le pape François insiste sur la dignité de la personne humaine, sur le bien commun, qui sont au-dessus de l'intérêt général. Et c'est vraiment important. Parfois, on est perdu, on a perdu notre voix prophétique, on a peur de porter plainte. Et le pape continue en disant que la paix, le développement intégral n'aura pas d'avenir non plus. Il y aura de la paix, mais on ne sera pas en mesure de travailler pour la justice et la paix. Le prophète a dit, la justice produira la paix. Si on n'a pas de justice, si on n'a pas de paix, il n'y aura pas de justice et vice-versa. Il est essentiel donc qu'il y ait un dialogue social en contribution à la paix. Dans Fratelli Tutti, le pape nous parle de la culture de la rencontre, qui n'est pas à penser, vivre, réagir de la même manière, mais savoir que, au-delà de nos différences, nous sommes tous unis en quelque chose de plus grand de nous, qui nous transcende. Et nous faisons partie de cette merveilleuse vérité commune. Et donc, cette proximité fraternelle, nous découvrons qu'afin de surmonter leurs conditions de pauvreté, il est nécessaire qu'ils perçoivent les frères et sœurs qui souffrent le plus, qui vivent des situations de souffrance. Et donc, il est important d'ouvrir la porte de notre cœur et de la vie pour les faire sentir comme des amis. C'est le parcours de salut de l'Église. Et cela nous invite à comprendre, à concevoir une culture qui privilégie le dialogue comme une forme de rencontre, la recherche de consensus et d'accord, mais sans la séparer de la justice. Et donc, l'auteur principal de ce processus doit être tout le monde, non seulement une classe, un groupe, une couche spécifique. Nous n'avons pas besoin d'un projet d'un petit groupe, d'une élite, d'une minorité. Nous avons besoin d'un accord commun pour vivre ensemble, une vie commune, un accord social et culturel. Et
Au Costa Rica, nous avons le dialogue, des tables de dialogue social. C'est très intéressant. Les prêtres de la paroisse appellent les acteurs sociaux de la communauté et à dialoguer sur les problèmes, les difficultés, afin de trouver des solutions possibles aux situations difficiles. Et donc, au même niveau se trouve le pasteur, le docteur, le médecin, l'enseignant, l'instituteur, la personne chargée de la sécurité, les associations civiles, et l'on parle des problèmes existants et de comment les régler. Et donc, nous essayons de trouver des solutions aux problèmes, aux infrastructures routières, euh, aussi pour l'entrepreneuriat féminin ou alors agricole, les situations de violence dans ces communautés. Il est donc essentiel d'avoir la capacité de s'asseoir et de dialoguer. Malheureusement, nous n'avons pas été éduqués pour le dialogue. Nous avons été éduqués au rejet, à dévaloriser l'opinion de l'autre. Et c'est souvent la même chose parmi nous dans l'Église. Malheureusement, alors que nous devrions plutôt être des signes de rencontre, de dialogue, de recherche, de solutions aux problèmes que nous rencontrons dans le monde, dans notre société. Et donc, je le répète, pour moi, il est essentiel que nous puissions construire une société qui cherche le bien commun, si nous le voulons. Nous ne devons pas être indifférents à ces réalités de la douleur et ne pas être fermés en ce sens que l'Église ne doit pas être autoréférentielle, mais redécouvrir la mission de serviteur du royaume des cieux. Et cela nous rendra capables d'être attentifs à l'évolution et à beaucoup de réalités telles que les réalités des migrants qui doivent traverser la jungle du Darien. Là, c'était la visite récente que nous avons eue dans cette zone. Tous les jours, 3000 migrants arrivent de nombreux pays. Nous allons conclure là la vidéo de Raphaël, mais je vais mettre dans le chat un lien à la présentation complète pour ceux qui sont intéressés à entendre un peu plus de lui. Et j'apprécie beaucoup sa voix prophétique en relation aux valeurs et au dialogue social pour la paix dans l'Église et bien au-delà. Et aussi l'important rôle que cela joue. C'est un thème que nous entendons dans plusieurs présentations aujourd'hui. Maintenant, nous allons entendre la voix de Sœur Joséphine Kamaou, membre des Filles de Marie, et elle va nous parler de son expérience en Ouganda. Sœur Joséphine, merci infiniment, Teresa, et bonjour tout le monde. Est-ce que je peux partager ma présentation? Je vais partager mon écran. Je suis sœur Joséphine Kamau, des Filles de Marie, et je suis basée en Ouganda. Aujourd'hui, nous parlons de l'objectif de développement durable numéro 16, et donc je vais baser mes réflexions sur la situation de l'Ouganda. L'Ouganda est en train de progresser dans la promotion et le maintien de la paix et de la justice. Et donc, afin de promouvoir la société inclusive pour le développement durable,
l'Ouganda a démarré une université qui s'appelle le Centre pour le conflit, CECOR, pour la résolution des conflits, CECOR, et on essaye de donner l'accès à la justice pour tout le monde et aussi une inclusion responsable pour les institutions et pour répondre à l'ODD numéro 16. L'Ouganda a demandé aux décideurs politiques, réformateurs, afin qu'ils s'engagent. Le gouvernement a identifié et pris des actions pour tous les obstacles, les entraves qui entravent la justice et la paix dans le pays. En considérant les progrès de l'Ouganda vers des sociétés pacifiques justes et inclusives, nous voyons que l'Ouganda essaye de garantir un système inclusif et l'Ouganda a développé un cadre qui est le cadre national et aussi la feuille de route qui guide la mise en œuvre de l'examen national volontaire, chose que l'Ouganda fait depuis 2020. Les conflits sont aussi au centre de l'attention du gouvernement, en partenariat pour la prévention des conflits armés, voit aussi des cibles importantes pour la paix. D'après le rapport de 2016, la cible pour le gouvernement était de promouvoir et maintenir la paix et la justice, mais cet objectif n'a pas été atteint. Ils ont parlé de redevabilité et de respecter les droits humains, qu'il y ait une amélioration dans le plaidoyer, dans les processus pour éliminer la corruption et augmenter la participation de la société dans tous les processus et passer de 50% à 70%. À ce moment, il y a beaucoup de conflits dans les communautés, notamment les conflits concernant les disputes, les violences domestiques et l'abus qui sont la base de ces zones. En Ouganda, on a beaucoup de conflits, ce qui mène à des actions très violentes dans le pays. Et les personnes voient leurs droits violés, différemment de l'objectif de promouvoir la paix et la justice. Le gouvernement a essayé d'arriver à une idée d'institution pour mettre fin à ces conflits en essayant de contrer les mariages forcés établis par les groupes armés. Par exemple, il y a des districts, le district de Kabong, qui ont souffert de beaucoup de conflits. Les personnes luttent pour le bétail.
Tout le monde pense que le bétail est à lui. Et donc, il y a beaucoup de conflits pour l'accaparement du bétail. Si les personnes ont des différentes cultures, viennent de contextes différents, le gouvernement a dit que dans les médias que d'autres gens sont venus pour voler des terres et donc a créé des conflits. Nous avons vu aussi beaucoup de détentions. La minorité ethnique Ikh, dans un rapport, a été noté que l'ODD et sensibilisation n'a pas été atteint à cause de la zone très reculée dans laquelle cette minorité ethnique vit. Et même grâce au manque d'une structure, d'infrastructures efficaces. Et il y a une partie aussi de la population à laquelle on demande de ne pas quitter leur terre. Sur une échelle de 0 à 10, le niveau de satisfaction moyen était 6,2, satisfaction concernant la paix, et ce 6,2 est très faible, mais cela ne signifie pas que la paix est présente en Ouganda. Beaucoup de rapports ont été écrits concernant comment l'Ouganda fait des progrès et il y a aussi beaucoup de défis. Les personnes qui sont retenues pendant de très longues périodes en prison et n'ont pas la chance d'exprimer ou d'avoir accès aux informations. Si nous considérons l'évaluation concernant la mise en œuvre de l'ODD 16, nous voyons que il fait partie aussi de la Constitution de l'Ouganda, qui indique le besoin de paix, de stabilité, d'égalité de genre et de respect pour les droits humains et les libertés humaines. Et donc, dans la Constitution, il y a plusieurs indications qui lancent un appel à la paix et la sensibilisation de la population importante afin que un plus grand nombre de personnes puissent comprendre le besoin de paix. Le gouvernement a continué à fournir des informations. Nous avons les écoles, les églises, les centres comme ici qui sont concentrés sur l'action pour la paix et la justice. Les religieux ont été impliqués dans la sensibilisation aux gens pour le fait d'avoir besoin de construire la paix et de la maintenir. Nous avons le forum Rwenzori pour la paix et je peux dire que nous avons atteint un bon niveau de paix. Les femmes sont pleinement représentées dans le Parlement. Dans certaines communautés, elles se sentent vraiment représentées car les femmes ont s'est ressenti que leurs droits sont respectés au niveau national. D'un champion de la violence à un champion de la paix, donc. Hiawatha, un ancien voleur de bétail qui commandait des raids de bétail et qui a échappé à la mort après avoir été témoin de l'assassinat de plusieurs de ses amis.
Il était à la fois auteur et victime de violences. Et nous avons vu que le gouvernement fait des efforts pour avoir une participation inclusive, réactive, représentative à tous les niveaux. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que l'ODD 16 et sa réalisation est la clé pour transformer les esprits des personnes et garantir la paix. Le gouvernement a beaucoup de travail sur la planche pour garantir la paix, car il doit garantir la paix, non seulement la créer. En regardant à la paix, la justice, c'est fondamental. Si on a la paix, on a la justice et l'ODD peut être donc atteint. Merci de votre attention et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, de m'adresser à vous. Merci beaucoup, sœur Joséphine. Comme il y a d'autres présentations, comme les autres présentations, on sera ravis de partager le document en entier dans notre site web afin que tu puisses, vous puissiez revenir au document et revoir ce qu'elle a partagé avec nous. J'apprécie beaucoup les composantes dont tu as parlé concernant l'effet essentiel d'avoir une culture de la paix et qu'il y a beaucoup de travail à faire pour créer, forger et nourrir la paix. Et la paix est un aspect de la culture pour établir ce qui est normal pour les personnes. Et c'est très encourageant de voir la façon dont les religieux sont impliqués au Jean-Paul II, aussi au Centre de la paix et d'autres endroits pour nourrir la culture de la paix. Merci infiniment pour ce partage. Et maintenant, nous allons entendre la voix du père Joaquín Béjar Alvarado, qui est un missionnaire claretin originaire de l'Espagne, mais qui maintenant, depuis quelques années, se trouve au Zimbabwe. Donc, il va nous parler de son expérience au Zimbabwe. Père Joaquín, merci infiniment, Teresa. Merci tout le monde d'avoir partagé vos expériences dans cet ODD numéro 16, notamment merci à mes frères claretains. Voir vos expériences, c'était très, très bien. Moi aussi, je vais partager une petite expérience de ce que nous avons fait l'année passée. C'est une sorte d'ensemble d'activités, mais tout retombe dans le même groupe de l'ODD 16 dont on est en train de parler, donc de créer des institutions efficaces, plus démocratiques, qui travaillent pour la paix et la justice. C'était, il y a eu les élections générales. Permettez-moi de reprendre mon rapport. Sinon, je vais parler tout le temps des choses différentes. Mais bon, donc les élections de l'année passée, au mois d'août, avec l'aide de JICOR, nous avons établi un réseau entre les différentes congrégations religieuses et familles ici du pays avec les bénévoles qui ont essayé de travailler pour la justice et la paix. Nous avons travaillé à des différents projets. Mais parfois, on a la chance d'être dans ce réseau. Ce n'est pas simple de faire un chemin ensemble, mais bon. Donc, il y a eu les élections nationales et nous avons pris la chance de lire ensemble, de parler aux observateurs locaux. On était 24 frères et sœurs religieux des différentes congrégations locales. On s'est rencontrés au début pour nous enregistrer aux élections et donc pour la sensibilisation auprès des communautés. C'est quelque chose qui
Ici au Zimbabwe, il y a toujours eu le même parti depuis 1988 et maintenant, cela fait plus de 40 ans que même parti est au gouvernement. Et donc, cela n'était pas démocratique. Et il y avait des partis de l'opposition, mais normalement, ils ne réussissaient jamais à arriver au gouvernement. Donc, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de droits humains et ils recevaient les Nations Unies, l'Union européenne, aussi les États-Unis ont été ont fait de la pression à ce parti. On a fait aussi l'expérience avec une entreprise au sein de la communauté pour le maintien de la paix, construire cette éducation. Il est important de s'enregistrer, il est important de voter, il est important de choisir. Donc, il y avait environ 17 sœurs, deux frères, six prêtres. Nous avons participé dans cette province, ici dans le pays. Et donc, nous avons joint de milliers d'autres observateurs qui ont été déployés dans les différentes stations du pays. Notre rôle était important, c'était une bonne expérience de parler des mêmes thèmes communs de la communauté. Et donc, nous avons eu la peur de parler, de lire les programmes, de partager. Désolée, mais la connexion de l'intervenant est assez... Le processus électoral n'a pas été proclamé vraiment électoral. Les pays africains ont reconnu ces élections de façon officielle. Lorsqu'on était en train d'observer, nous avons découvert beaucoup de choses qui sont importantes pour notre évaluation de la justice et de la paix. D'une façon, c'était aussi le niveau que des personnes, parfois on vote tous les 5 ans, parfois les personnes n'ont pas assez de culture concernant la participation au vote. Et donc, parfois on fait des fautes, parfois des questions peuvent aider. Il y avait des personnes qui n'étaient même pas en mesure de lire. Et donc, c'était assez compliqué, d'assister les personnes, s'il n'y avait pas de figures, des photos. Mais le problème, c'est que on ne pouvait pas choisir parmi tous les partis politiques. Et donc, on était en mesure de participer du matin au soir. On finissait parfois à 2 heures, 3 heures le matin pour le comptage des votes. Et on se réunissait aussi avec les représentants des partis, représentants aussi de l'Église catholique. L'environnement était un environnement de paix et donc il y a eu quelques cas de postes qui ont été enlevés, mais dans la diffusion nationale des élections, ils ont été en mesure de ne pas poster des choses concernant la campagne électorale. Il y a eu des ateliers qui ont été menés, mais parfois, ils n'étaient pas en mesure de respecter les mesures. On a vu plusieurs accidents, notamment dans les zones rurales, et il est très difficile de contester l'élection du président. 80% des personnes sont au chômage. Et lors du jour de l'élection, nous avons vu des accidents, mais beaucoup de stations de vote, 40% dans la partie sud du pays, normalement où il y a le parti au gouvernement qui prend parti. Mais bon,
on était en mesure de continuer le deuxième jour, hein. Et on a vu aussi un grand manque de confiance envers les élections. Et quelques recommandations pour nous, c'est de continuer d'éduquer les personnes et l'importance du vote. Et donc, créer cette éducation du vote. Il est important aussi d'observer l'arène politique. Maintenant, tout va bien, tout est tranquille. Mais il vaut bien d'avoir une structure, de jeter, poser les jalons. Je pense que c'est aussi important. Le rôle des forces de sécurité, c'est important aussi pour, au niveau local et pour les partenaires internationaux. Ce processus est important. Parfois, le problème est le manque de transparence et donc il y a de la corruption et ceux qui n'aident pas à construire un monde équitable autour de nous. La société est guidée par la justice et la paix s'il y a de la corruption. Et donc, en tant qu'observateur, au nom des observateurs, je tiens à remercier les organisateurs pour cette formidable occasion de participer à cet exercice pour la première fois pour beaucoup d'entre nous. C'était passionnant et nous allons continuer. Nous sommes encouragés à continuer dans le temps. On a été en mesure de participer et en même temps, nous sommes ravis pour le soutien que nous avons soutenu aussi pour le GICOR et le soutien du GICOR et du bureau. Le processus est long, mais nous souhaitons continuer et essayer de provoquer aussi des questions et un dialogue en créant ce forum, être en mesure de parler et d'échanger. Merci infiniment. Merci infiniment, Joaquin. Et maintenant, donc, nous pouvons arriver aux éléments de la culture que nous sommes appelés à infuser, à forger. Une culture de paix, de dialogue. Il y a donc une participation culturelle, comme tu l'as mentionné, il y a des facteurs importants au soutien de cela qui permettent la familiarité, aussi le lettrisme dans le processus de la participation. Et donc, merci à vous et à tous ceux qui ont participé dans ces observations d'élections et merci d'avoir encouragé la participation au vote, mais aussi la paix parmi tous les participants. C'était un travail vraiment exceptionnel. Et maintenant, nous avons notre dernière intervenante pour aujourd'hui, Sœur Melba Vasquez Rodriguez, qui est membre de la congrégation de Notre-Dame de Montréal. Elle va partager avec nous son analyse et expérience de l'Honduras. Sœur Melba. Teresa, est-ce que tu peux partager ma présentation, s'il te plaît? Eh bien, donc, pour commencer, je suis vraiment impressionnée d'avoir vu tout ce qui était partagé aujourd'hui. Je n'aurais rien à ajouter, en fait. L'analyse qui a été faite de l'Amérique latine est vraiment très similaire à la nôtre. Prochaine diapo. Maintenant, nous allons écouter une chanson qui sera un peu le contexte, qui donnera un peu le contexte de ce que nous allons présenter.
Bien, je vais continuer la présentation et donc je souhaite vous parler de la situation générale de l'Honduras. Ce que nous avons vu dans le rapport de l'examen national volontaire de l'Honduras, les informations générales concernant le pays, l'engagement du gouvernement, etc. Je vais donc commencer par les informations générales. Le Honduras est situé en Amérique centrale et a une surface de 112 500 kilomètres carrés avec une population de 10 294 000 habitants, classés au 91e, la 91e place dans le tableau des 196 pays ayant des populations modérées de 92 habitants par kilomètre carré. La capitale est Tegucigalpa et sa monnaie est le lempiras. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de contrastes au niveau politique de notre pays. Il y a des ressources, la lutte pour les ressources et aussi les violations des droits humains et le manque d'opportunités pour les personnes. Comme je disais, le PIB par habitant est un très bon indicateur du niveau de vie. Et dans le cas du Honduras, il était de 3,36 $, ce qui place le Honduras vraiment en bas du tableau pour la qualité de la vie. L'indice de perception de la corruption pour le secteur public au Honduras était de 23 points, ce qui signifie que la perception de la corruption par les Honduriens est très élevée. C'est très très élevé pour l'Amérique latine. Le Honduras est confronté à une situation de crise multiple persistante et profonde que nous devons surmonter par une approche multidimensionnelle, une vision d'avenir. Sans un état de droit complet, efficace et transparent, les principaux problèmes structurels du pays ne peuvent être surmontés, ce qui génère un cycle constant de crise, d'ingouvernabilité dans un scénario complexe, incertain et volatile. Le tas de droit devient ainsi le fondement des grandes transformations du pays. Dans l'examen qui était présenté, il était conçu comme une transition politique et afin de vivre les différentes pratiques qui ont porté à cette situation, les ouragans que nous avons eus en plus des facteurs externes et la réponse que le gouvernement souhaite donner. Je vais être un peu plus rapide avec mes diapositives. On prend en considération tous ces aspects et nous sommes un peu en retard en mettre en pratique les ODD, car nous n'aimons pas l'état de droit. Nous essayons de reconstruire notre société.
Peut-être que vous êtes euh, d'accord avec moi, vous avez entendu la nouvelle, mais bon, cela a eu un impact sur notre situation, sur les programmes. Selon les programmes des Nations Unies pour le développement, il y a un impact négatif sur les conditions de sécurité des citoyens, comme il n'y a pas de sécurité pour les citoyens. Le président actuel a dit que nous sommes en train de changer le modèle démocratique socialiste. Il faudrait respecter les droits fondamentaux des personnes. Prochaine diapo. Lorsque nous voyons cet objectif, il décrit ce que nous n'avons pas. J'étais impressionnée quand j'ai lu cet objectif car c'était une description de ce qui manque en Honduras. Et donc, il est important de réduire la violence et les décès liés à la violence partout dans le monde. Quelqu'un dans le chat a demandé pourquoi nous parlons de structures et de violences structurées, car il y a des structures de pouvoir qui promeuvent la violence. Et pour nous garder dans ce cycle, voici pourquoi nous devons promouvoir l'état de droit afin d'avoir la justice. Et quelqu'un l'a dit, nous ne pouvons pas avoir de la paix si nous n'avons pas de justice. Prochaine diapo. Là, nous avons les 10 engagements de l'État qui sont au cœur de l'examen national volontaire. Et nous devons continuer à réduire la pauvreté, établir des systèmes sûrs pour la nourriture, l'eau et l'assainissement, améliorer le système de santé publique, etc. Nous avons eu beaucoup d'ouragans, et alors que notre pays était vraiment souffrait beaucoup de cela, nous avons vu aussi les effets, les conséquences de la pandémie de COVID-19. Et donc, on est revenu en arrière, en fait. Comment à nouveau construire ce dont nous avons besoin? Nous avons besoin de l'engagement de l'État et du gouvernement. Prochaine diapo. Prochaine. Cela est important car la plupart de la population est jeune et donc ils quittent, ils vivent dans le pays. 67,3% de la population au moins de 30 ans et 53,4% vivent dans la zone urbaine. Seuls 42,9% des logements ont un chef de ménage âgé de moins de 40 ans. Et l'espérance de vie générale est de 69 ans en général. Les hommes sont à la guide, au guide de la famille. Prochaine diapo. Du point de vue de l'économie, comme on a dit, le Honduras a un taux de pauvreté de 33,6% et 57 de pauvreté extrême. Prochaine diapo. La population vulnérable, les personnes autochtones, les personnes âgées, les mosquitias, les femmes et les filles. Voici des personnes qui vivent dans des situations de vulnérabilité. Les droits sont violés tout le temps et donc
Les personnes vivent des injustices, souffrent à cause des injustices. On a été appelé par les Nations Unies afin de respecter les droits humains, même à respecter le patrimoine culturel. Vous savez que certains activistes ont été tués, mais bon, on ne peut rien dire. Il ne faut rien dire afin que le système continue. Là, nous avons des Garifuna, des personnes Garifuna autochtones. Le gouvernement affirme que il n'y a pas de réglementation adéquate des activités commerciales privées et que cela a impacté l'exercice et la jouissance des droits humains, car les entreprises souhaitent accaparer les terres, les rivières, et donc afin de les utiliser pour leur intérêt privé et personnel. Cela signifie perdre notre culture et aussi notre façon de vivre, notre style de vie et aussi nos moyens de subsistance. Prochaine diapo. Un autre indicateur est la violence de genre. C'est terrible de voir les féminicides en 2021 et 2022. L'Honduras avait le taux de féminicide le plus élevé de la région. Le facteur de la mobilité humaine est un facteur important et les Claretins l'ont dit. En Honduras, le Honduras, c'est un pays où les personnes connaissent une grande mobilité. Nous avons 135 nationalités de personnes qui migrent vers le nord. En 2023, nous avons eu le taux le plus élevé d'entrées irrégulières dans le pays. C'est plus de 500 000 personnes. Prochaine diapo. En 2023, il y a eu une diminution dans le nombre de personnes de nos pays qui sont rentrées dans le pays, donc des rapatriés. Mais les personnes étaient à l'étranger, cela signifie qu'ils étaient en train de souffrir aussi à l'étranger. Le Honduras, c'est un pays aux multiples facettes. C'est un pays d'origine, d'entrée et de transit. Prochaine diapo. Remarque générale. Pour réduire la pauvreté et l'extrême pauvreté, il est essentiel de combiner des mesures visant à accroître la croissance économique et à réduire les inégalités dans la répartition des revenus. Le rapport prépondérant des acteurs locaux, nous pouvons voir que le rapport souligne le rôle crucial des acteurs du développement au niveau local. Mais nous devons améliorer cet aspect, ce n'est pas fini là. Nous avons besoin de plus de dialogue, de consultation, afin d'arriver aux racines des problèmes. Mais nous devons aller vers une transition, vers une démocratie complète. Et le gouvernement affirme que nous devons nous engager pour renforcer la résilience aux événements extrêmes et aux impacts du changement climatique. Pour conclure, pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030, le Honduras devra continuer à s'engager dans un plan stratégique
Comme déjà dit, il y a une alliance sociale avec tous les différents agents, acteurs de la société civile, de l'Église, etc. Et avec une volonté commune, une volonté politique aussi, on pourra les atteindre. Maintenant, nous sommes lors d'une campagne politique, mais c'est pour rechercher le pouvoir et non pas pour servir la population. Et la plupart des jeunes donc doivent quitter le pays. Voici pourquoi, afin d'avoir un avenir, ils doivent quitter le pays. Et nous disons que les jeunes qui ont un diplôme doivent quitter le pays. Comme déjà dit, il y a un fort phénomène de fuite de cerveau. Il y a une atmosphère de violence, d'instabilité, de lutte pour le pouvoir. Et la lutte pour les droits des autochtones, des afrodescendants et de la classe ouvrière se poursuit. Pour atteindre l'objectif numéro 16 de l'agenda 2030, l'État devra encore être renforcé. Il est nécessaire de rendre des comptes, d'assurer la transparence de la gestion publique. Il y a la corruption, mais les personnes n'y croient pas. Elles ne croient pas même à l'Église. L'Église était très crédible, mais il y a eu des événements de corruption même au sein de l'Église. Et donc, même l'Église n'est plus crédible. Nous devons donc euh, faire quelque chose pour y remédier. Aussi, mettre en œuvre la stratégie nationale de transparence et de lutte contre la corruption de Honduras et à tous les niveaux. Alors que le gouvernement, le président a pris office, euh, on a souhaité avoir une commission anticorruption. La présidente l'a promis, mais et donc, pour conclure, nous, en tant que congrégation, nous souhaitons vivre cette opportunité et vivre dans le dialogue avec les personnes afin que l'on atteigne la justice. Merci. Merci infiniment, Sœur Melba. Tu as parlé de beaucoup de composantes de paix, de justice, de sécurité qui sont arrivées dans tous les partages d'aujourd'hui. Et je pense que nous avons la question comment nous pouvons envisager ensemble et forger ensemble la société avec une vision pour une nouvelle vision de sécurité ou inclusion, d'intégration, stabilité, participation. Tous ceux qui sont des ingrédients de la paix. Merci de ton partage et nous espérons que vous serez à nouveau avec nous pour cette prochaine session de ODD Lab qui sera concentrée à l'objectif numéro 17, partenariat et ressources pour soutenir le développement durable. Et par cela, merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci à nos interprètes et j'espère vous revoir demain à la même heure. Merci. Merci, au revoir. Muchas Thank you. gracias. Bye. Thank Gracias. you. Vanessa. Thank you. Thank you all. This was quite enriching. You're joining us. Yeah.